la dernière vidéo, nous avons abordé la question de la frontière germano-polonaise, en gros de la création de la Pologne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous passons à la deuxième partie de ce jalon sur la frontière germano-polonaise, à savoir la guerre froide. La troisième partie, lors de la prochaine vidéo, sera consacrée à l'extrême fin de la guerre froide et en fait la chute du bloc soviétique. Aujourd'hui donc le petit 2 sur les négociations de la guerre froide, et je ferai ce développement en deux parties. En première partie, l'influence de l'URSS sur la frontière entre deux de ses satellites, et en deuxième sous-partie, la République populaire de Pologne qui vacille dans les années 1980. Alors, première chose, donc vous avez noté le titre, bien sûr, les négociations de la guerre froide. Grand A, l'influence de l'URSS sur la frontière entre deux de ses satellites. Vous savez, après la guerre, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, l'Allemagne n'a plus vraiment d'État. On recrée un État allemand, et en fait deux États allemands, en 1949 seulement. Ça va être la création de la République fédérale d'Allemagne, la RFA, à l'ouest, et la République démocratique allemande à l'est. Vous voyez cette distinction politique sur les cartes. On voit en rouge ce qui s'apparente au bloc soviétique. On utilise souvent la couleur rouge puisque c'est la couleur de la révolution et donc du communisme. Et par opposition, la couleur bleue pour la République fédérale d'Allemagne. Et vous voyez qu'au sein de la République démocratique allemande, on va avoir un îlot bleu. C'est en fait la partie de Berlin qui est restée sous occupation occidentale et donc qui fait partie de la RFA, un petit peu comme une enclave. On arrive aux années 50 et dès l'année 1950 se repose la question des frontières. Le 6 juillet 1950 est signé l'accord de Görlitz, ou on peut dire également Zworzelec. C'est une ville de la rive occidentale de la Neisse qui reconnaît ce traité la frontière Oder-Neisse. La République démocratique allemande, donc l'Allemagne de l'Est, reconnaît cette frontière. Elle la reconnaît d'autant plus facilement qu'en fait c'est une république du bloc de l'Est, donc soumise à l'URSS. Cette frontière est reconnue comme, je cite, la frontière de la paix, Friedensgrenze. Par là même, en reconnaissant cette frontière, on reconnaît la perte ou la division de plusieurs villes importantes tout au long de la frontière, des villes qui auparavant pouvaient être allemandes et qui deviennent polonaises. Ça, c'est pour la partie est de l'Allemagne, mais la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, n'accepte pas cet accord, puisqu'en fait, elle ne reconnaît pas de légitimité à la RDA pour traiter de la souveraineté territoriale de l'Allemagne. Comment vous expliquer ça simplement? En fait, chacune des deux Allemagnes se considère légitime sur tout le territoire de l'Allemagne. Donc évidemment, l'Allemagne de l'Est négociant un traité avec la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest ne reconnaît pas ce traité puisqu'elle considère que c'est à elle de traiter avec la Pologne. Lors de la première réunion du Bundestag de la RFA de l'Allemagne de l'Ouest, il est dit solennellement que la ligne Oder-Neisse est, je cite, toujours une partie de l'Allemagne. On ne reconnaît pas la frontière du côté de l'Allemagne de l'Ouest. Ensuite, en 1952, c'est plus anecdotique, mais ça nous dit quelque chose quand même de cette guerre froide, la Pologne devient officiellement une république démocratique ou une démocratie populaire. C'est les termes, je vous l'ai déjà dit, qui sont utilisés pour ces dictatures soviétiques. Elle entre donc clairement dans la zone d'influence soviétique. Après 1952, on arrive à 1955. L'alliance militaire soviétique est créée sous le nom de Pacte de Varsovie, en réaction à l'adhésion de la RFA à l'OTAN, qui a été créée en 1949. Je réexplique un petit peu. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une alliance militaire entre les pays du bloc de l'Ouest. Et donc la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, va y adhérer. En contrepartie, pour faire jeu égal avec cette OTAN, l'URSS va créer ce pacte de Varsovie, donc 6 ans après, en 1955, et va y faire adhérer de force évidemment les républiques soviétiques, la RDA, la Pologne, etc.
c'est le pacte de Varsovie, une ville polonaise. La Pologne est donc un territoire central de la puissance soviétique. Les années suivantes semblent ensuite maintenir une espèce de statu quo dans le contexte de la détente. Ça, c'est un terme qu'on utilise en histoire, la détente. Les deux blocs, après la mort de Staline, Staline est mort en 1958, les deux blocs cherchent à entretenir des relations de paix, bien que toujours en concurrence économique, politique et idéologique. L'idée, c'est de savoir lequel des deux blocs va dominer le monde. Voilà. En 1970 est signé un nouveau traité, le traité de Varsovie. Le contexte, ce sont des efforts diplomatiques pour la détente. La détente, c'est le nom qu'on a donné à cette période. Le chancelier de la RFA, donc de l'Allemagne de l'Ouest, Willy Brandt, qui est chancelier de 1969 jusqu'à 1974, ce chancelier, il veut rapprocher les deux Allemagnes dans un effort de paix et assurer une bonne entente avec le bloc de l'Est en général. C'est ce qu'on va appeler cette politique l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique vers l'Est. Willy Brandt va à Varsovie le 7 décembre 1970. Il va rendre hommage aux victimes de l'invasion allemande de la guerre mondiale. Je vous rappelle que la Pologne a beaucoup souffert de l'occupation allemande, puisque la Pologne était considérée comme une sous-culture, comme une sous-race, et donc il fallait exterminer. Willy Brandt donc va rendre hommage aux victimes avec une symbolique très forte que vous allez voir, et il va reconnaître la frontière établie provisoirement à la fin de la Seconde Guerre mondiale par ce traité de Varsovie. Comme je vous l'ai dit, vous allez voir cette symbolique très forte utilisée par Willy Brandt dans un article du journal télévisé de la Première Chaîne, l'ancien nom de TF1, avec comme reporter un journaliste qui est encore très connu aujourd'hui, un certain Jean-Pierre Elkabbach. Au chapitre de la détente en Europe, il faut revenir sur la signature hier à Varsovie du traité germano-polonais, incontestablement un acte historique accompagné d'un geste qui ne l'est pas moins. Devant la tombe du soldat polonais inconnu, et ici devant ce qui rappelle la mort de 6 millions d'hommes et de femmes et les martyrs du ghetto, M. Brandt est sincère, bouleversé. Le chef du gouvernement ouest-allemand ne veut pas oublier les leçons de l'histoire. C'est pourquoi M. Brandt a touché aujourd'hui les Polonais qui ne pourront pas parler de lui comme avant. Il restera de cette journée une date, la fin de l'affrontement le plus grave que la dernière guerre ait laissé. Des deux côtés, on voit s'ouvrir, comme l'avait noté M. Chaban-Delmas la semaine dernière ici, des perspectives nouvelles favorables à la détente et à la coopération entre l'Est et l'Ouest, et à plus forte raison si quelque chose bouge bientôt aussi à Berlin. Suite au traité de Varsovie, les deux parties acceptent que la ligne de démarcation existant à la suite des décisions de Potsdam, je vous rappelle en août 1945, donc les deux parties acceptent que cette ligne de démarcation constitue la frontière d'État occidental de la République populaire de Pologne. On parle maintenant de frontière. C'est un effort de paix, de détente entre les deux États et par là même entre les deux blocs. On est toujours, comme vous le savez, dans ce contexte de la détente. Aucune des deux parties n'a envers l'autre d'exigence territoriale et elle n'en présentera pas non plus à l'avenir, c'est un engagement. On ne convient d'aucun droit de retour pour les expulsés, ni de droit pour les minorités allemandes qui sont restées dans les nouveaux territoires polonais. Sur ce point d'ailleurs, les Allemands n'avaient rien exigé. La frontière de 1945 est reconnue donc comme inviolable. Cette entente est-elle idéale pour autant ? En fait, ce traité est vu comme une trahison par les expulsés, les anciens expulsés de 1945-46, qui ne récupèrent pas leur territoire anciennement allemand. Elle est forte, celle-là. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous savez très bien ce que vous avez dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle est forte, celle-là. Soyez correct. Qu'il soit correct.
La frontière, ensuite, va être ouverte en 1972, donc permettre le passage des populations, et des Allemands expulsés en 1945 pourront retrouver leurs familles qui sont restées en Pologne. Nous passons maintenant à la deuxième sous-partie de cette vidéo, le grand B, la République populaire de Pologne vacille. En 1978, à la surprise générale, un pape polonais est élu, l'archevêque de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła. Le Vatican a une énorme influence diplomatique en Europe et dans le monde, puisque finalement l'Église est présente partout. Cela permet de mettre en lumière le sort de la population polonaise sous le joug soviétique. L'Église en Pologne a beaucoup souffert de l'occupation russe et ensuite des persécutions nazies. Je vous l'ai dit, la Pologne est considérée comme une sous-race, comme une sous-nation, et donc évidemment l'Église elle-même polonaise va souffrir de cette occupation allemande. Je vous rappelle, entre parenthèses aussi par ailleurs, qu'après l'extermination des Juifs, la première préoccupation d'Adolf Hitler était l'extermination des catholiques. Donc évidemment, des catholiques dans une sous-race, on doit les exterminer encore plus vite. Des milliers de prêtres ont donc été massacrés pendant l'occupation nazie de la Pologne, et l'Église reste violemment persécutée par le pouvoir communiste. À titre d'exemple, le cardinal Wyszynski, qui était l'archevêque de Varsovie, donc le premier des évêques du pays, a lui-même été emprisonné entre 1953 et 1956 pour avoir défendu la liberté des citoyens, la liberté religieuse. C'est donc en 1978 un coup de tonnerre dans le monde. On n'a pas vu de pape non italien depuis 5 siècles. Et c'est une catastrophe pour les dirigeants communistes de la Pologne et pour l'URSS en général. Jean-Paul II ne va pas manquer de faire vaciller le bloc de l'Est et dès 1979, il retourne visiter son pays malgré l'opposition des dirigeants. Je vous donne un nouvel extrait vidéo de l'époque, le JT d'Antenne 2, l'ancien nom de France 2, présenté par un très célèbre journaliste qui s'appelait Léon Zitrone. S'est achevée la messe. La messe célébrée par le souverain pontife sur la place des Victoires, l'une des plus grandes, l'une des plus belles de Varsovie. L'autel était dressé face à la tombe du soldat inconnu, où, avant de commencer la messe, le pape et le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, étaient allés s'incliner. Grand moment religieux, donc, avec ce service divin auquel assistaient environ 800 000 personnes. Au cours de son homélie, le pape devait prononcer cette phrase lourde de sens: « Le Christ ne peut être exclu d'aucune partie du monde », ce qui a soulevé, nous dit-on, une tempête d'applaudissements. Vous le voyez, la religion et la politique sont étroitement mêlées, et c'est cela qui donne à ce voyage son aspect exceptionnel. Après avoir été accueilli à son arrivée par le président de la République, M. Jablonski, le souverain pontife a rencontré le secrétaire général du Parti communiste, l'homme fort de la Pologne, M. Edward Gierek. Voici maintenant l'ambiance sur place, un sujet proposé par notre envoyé spécial, Philippe Rochon. Les Polonais avaient commencé dès l'aube l'un des jours les plus longs de leur histoire. Toutes les paroisses de Varsovie avaient donné rendez-vous à leurs fidèles devant les églises pour se rendre en procession, applaudir le pape Jean-Paul II. Ils avaient même appris un nouveau chant, « Nous te saluons, Saint-Père de notre terre ». Combien étaient-ils sur le parcours de l'aéroport à la cathédrale? 1 million peut-être. Par trains et autobus spéciaux, parfois même à pied, ils étaient venus de toute la Pologne. Mais tout le monde n'a pu accéder à la capitale. Routes interdites aux voitures venant de province, moyens de transport insuffisants, les autorités ont voulu surtout éviter un déferlement des pèlerins sur Varsovie et que le service d'ordre ne soit débordé. Surveillé par 10 000 volontaires de l'épiscopat, la foule a contenu son émotion, mais ne cachait pas sa joie. Vous savez, le pape, c'est notre frère polonais, et c'est pour cela que je suis très ému. C'est le signe que la dignité de la Pologne est augmentée. C'est très important pour les Polonais. Le premier bain de foule polonais de Jean-Paul II a été un succès, surtout devant la cathédrale, dans cette vieille ville rasée pendant la guerre et entièrement reconstituée, symbole du passé de la Pologne. Ces images de joie, les Polonais pourtant ne les ont même pas vues à leur télévision. Seul l'accueil officiel et la messe ont été retransmis.
L'atmosphère, pourtant, n'était pas ce soir à l'épreuve de force entre l'Église et l'État. Chacun a fait un pas en avant tout en gardant ses distances, mais la présence d'un pape polonais ici à Varsovie montre aux autorités que l'Église reste une force avec laquelle il faut compter. Demain, le pape se rend dans la ville de Gniezno, premier siège épiscopal de la Pologne. Vous savez qu'Antenne 2 fait un effort exceptionnel pour couvrir ce voyage et nous nous sommes assurés la collaboration de notre confrère catholique, le journal La Vie. Accueilli en héros dans sa terre natale, Jean-Paul II redonne courage à la population et surtout il donne à la population l'envie de continuer à se battre contre la dictature communiste. Si les dirigeants politiques ont été obligés d'accepter son voyage, c'était pour ne pas perdre la face aux yeux du monde. Refuser d'accueillir le pape, ça aurait été reconnaître que la visite du pape, une simple visite du pape, mettait en danger le régime. Donc les dirigeants communistes ont été contraints d'accepter que le pape vienne visiter la Pologne. Mais le Polonais le plus connu de tous, Jean-Paul II, est une sacrée épine dans le pied des dirigeants communistes de la Pologne. Dans ce contexte, l'opposition polonaise se sent pousser des ailes. Le 31 août 1980, un an après la visite de Jean-Paul II, est créé le syndicat Solidarność, ou en français Solidarité, par Lech Walesa. C'est une confédération en fait de syndicats qui n'était pas autorisée par l'État, puisque l'État a la main mise. Il n'y a qu'un seul parti, évidemment le Parti communiste, et il n'y a qu'un seul syndicat reconnu, le syndicat qui est allié au Parti communiste. Donc, Lech Walesa crée Solidarność, un syndicat qui ne répond pas aux ordres du pouvoir et qui est donc interdit. Mais ce syndicat, il est soutenu par la population et par l'Église. Il est soutenu par l'Église même à l'échelle mondiale, puisque Jean-Paul II va recevoir Lech Walesa. Il y a des grèves ouvrières et des contestations du régime communiste tout au long des années 1980. Et donc dès 1980, la frontière est de nouveau fermée à cause des troubles politiques. Que va faire le gouvernement polonais pour se débarrasser de l'encombrant pape polonais ? Le 13 mai 1981 va avoir lieu un attentat à Place Saint-Pierre, dont vous avez certainement entendu parler une fois si vous avez entendu parler de Jean-Paul II. Un mercenaire turc, Ali Akça, va être employé par les services secrets soviétiques pour abattre le pape. Ce mercenaire est réputé pour ne jamais manquer sa cible. Il ne rate pas sa cible puisqu'il tire sur Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, d'une manière très très surprenante, va survivre à cet attentat. Et là, vous imaginez bien que c'est une nouvelle catastrophe pour les dirigeants soviétiques. Au lieu de s'être débarrassé du pape polonais, on en a fait un martyr. Ce contexte donc de l'attentat manqué envers Jean-Paul II va faire encore plus vaciller l'État communiste polonais. Le contexte politique de la guerre froide a donc un impact à plusieurs échelles, puisque c'est à la fois le contexte de la frontière elle-même, mais également de toute la zone soviétique, et également à l'échelle mondiale à travers ce pape polonais qui est le chef de l'Église à l'échelle mondiale. Dans les années 1980, nous sommes dans le contexte de la perestroïka, dont vous avez déjà entendu parler lorsque nous avons fait le thème sur la puissance et que nous avons étudié la question de la Russie. La perestroïka, c'est les efforts de Gorbatchev, le dirigeant soviétique de l'époque, pour une ouverture économique du bloc de l'Est et pour une démocratisation du régime. Les peuples réclament plus de liberté et ils semblent obtenir gain de cause. En 1989, un fort bouleversement a lieu dans le bloc de l'Est. En Pologne, des bouleversements politiques qui sont dus à Solidarność avec l'appui de l'Église, qui est très influente, et du pape. Les communistes perdent les élections, puisqu'il y a des élections qui commencent à être libres. Les communistes perdent donc les élections dans un État communiste. Il y a la mise en place, à la suite, d'un gouvernement de transition qui va écarter les communistes du pouvoir. La frontière est rouverte. On demande la liberté et on l'obtient par cette victoire des non-communistes. Le gouvernement engage une transition économique. On passe de l'économie planifiée à l'économie de marché. Le rôle dirigeant du Parti communiste est retiré de la constitution du pays et le nouveau président est issu de Solidarność, puisque des élections totalement démocratiques ont lieu en 1990 et Lech Walesa, le fondateur de Solidarność, est élu président
le 9 décembre. Je vous passe maintenant un extrait du journal télévisé d'Antenne 2 du 10 décembre 1990, donc du lendemain de l'élection de Lech Wałęsa à la présidence de la République polonaise. Formidable revanche de l'histoire en Pologne. Dans quelques jours, Lech Wałęsa va prendre la place du général Jaruzelski qu'il avait fait emprisonner il y a 9 ans, pratiquement jour pour jour. Élu hier avec 77% des voix, Lech Wałęsa prend les rênes de la Pologne. Très symboliquement, le premier geste du nouveau président a été de rendre visite aux ouvriers des chantiers navals de Gdansk, là où il y a 10 ans, un petit électricien inconnu avait mis le feu aux poudres en Pologne et, par contagion, dans tout le globe socialiste. Récit d'une première journée de présidence avec notre envoyé spécial Anne Gainsburger. En mémoire des ouvriers tombés pour solidarité, aux portes des chantiers navals, le premier geste du nouveau président de la République de Pologne. Lech Wałęsa n'a pas oublié ses compagnons de lutte, c'est d'abord avec eux qu'il entend tourner la page. J'espère revenir souvent ici. Je ferai tout pour améliorer votre vie. Je sais d'où provient ma chemise blanche et je n'oublierai pas que j'avais moi aussi un bleu de travail pareil au vôtre. Il faut que chacun y mette du sien. Sans ça, Wałęsa n'y pourra rien. Il faut que tout le monde l'aide. Toute la nuit à Gdansk, ils ont scandé son nom. Au siège de Solidarité Symbole, celui de la déroute du communisme, de l'avènement de la liberté. Dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, le meilleur candidat, c'était Wałęsa. Je souhaite une Pologne formidable et que ce soir, ce soit le début d'une vraie liberté. Moi, j'espère que les jeunes auront un meilleur avenir. Il faut qu'on ait de meilleures perspectives d'avenir pour que ça vaille le coup de rester travailler ici. 75% des électeurs polonais ont dit oui à Wałęsa. Un plébiscite apparent. La nuit dernière, en Pologne, Gdansk était la seule ville à fêter la victoire. Dès demain, Lech Wałęsa fera pèlerinage à Częstochowa. L'hommage à la Vierge Noire, c'est ainsi qu'il a toujours marqué les moments importants de sa vie. Mercredi soir, il pourrait donner le nom de son futur Premier ministre. C'est là que Wałęsa, président, a rendez-vous avec ses premiers problèmes. Nous avons donc vu le contexte de la guerre froide, qui concerne également la frontière entre deux pays du bloc de l'Est, Pologne et Allemagne de l'Est. À la fin des années 80, le bloc de l'Est s'effrite et s'effondre même, suite à la chute du mur de Berlin. Voilà pour ce qui était de ce cours. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la réunification allemande et la chute du monde soviétique ont rebattu les cartes autour de la frontière germano-polonaise. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Rompez. Soyez correct.